Bonjour à toutes et à tous. Le changement climatique nous conduit-il inexorablement vers une augmentation, une aggravation des catastrophes naturelles? Serons-nous dans les années et les décennies à venir plus exposés aux canicules, aux feux de forêt, aux submersions marines? Et surtout, quelles solutions s'offrent à nous pour limiter ces risques et pour s'y adapter? On fait le point tout de suite avec nos invités du BRGM dans cette émission réalisée en direct depuis la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. C'est parti, générique. Très bien, et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Grandjean. Bonjour Gilles. Bonjour Fred. Merci d'être avec nous. On vous a entendu juste avant cette émission d'ailleurs, déjà déflorer un petit peu le sujet dont on va parler. Vous êtes directeur du programme scientifique Risques naturels et résilience des territoires. On va en parler de la résilience parce qu'il faut qu'on parle des solutions après le constat. Donc vous êtes au BRGM, c'est le bureau de recherche géologique et minière. Alors moi dans ma tête, le BRGM, a priori c'est plutôt l'étude des sols, des sous-sols, mais non pas que. En fait vous étudiez tous les risques naturels. Absolument. C'est vrai qu'on s'intéresse, et depuis très longtemps, depuis la création d'ailleurs de l'établissement, au sol, au sous-sol. Alors c'est un milieu qui est finalement très complexe, très varié. On fait bien sûr de la géologie pour essayer de le comprendre, mais le sous-sol renferme aussi de l'eau. Donc on s'intéresse à l'hydrogéologie, aux ressources en eau, à leur qualité. C'est aussi un vecteur de production d'énergie avec la géothermie. Donc on s'intéresse aussi aux problématiques énergétiques. Et puis, bien sûr, aux minéraux qui constituent le sous-sol en termes de ressources. Et c'est aussi le sol, le sous-sol, un milieu qui interagit avec la biosphère. Ouais. Et c'est à ce titre-là que s'intéresse aux risques naturels que peut provoquer ce milieu sur la façon dont vivent nos sociétés. D'accord. Donc on va parler ensemble de l'impact du changement climatique sur les risques naturels. On va commencer par un risque que vous étudiez forcément à fond au BRGM. Je n'en dis pas plus pour le moment. On pourrait le symboliser par un mot, un nom, plutôt, Xynthia. Vous, ça vous parle, mais on a tendu le micro à nos concitoyens pour savoir si ce mot mystère leur évoquait des souvenirs. On les écoute. Xynthia ? Ouais. Non, ça ne dit rien. Un prénom, peut-être. Ou des plantes, je sais pas. Je suis pas sûr, non. Une tornade, un tsunami. Peut-être un cyclone, mais j'en suis pas sûre. Oui, c'était une tempête. C'était une tempête dans les Charentes. Ben, elle a tout détruit, tout un patelin, toute une région. On est plutôt du centre de la France, vers Lyon. Et on avait eu beaucoup de forêts qui avaient été abîmées aussi. Il y a eu des inondations, il y a eu des morts et des sinistrés, enfin des maisons qui étaient complètement inondées, quoi. Il y a des tas de gens qui se sont retrouvés à la rue, les maisons envolées ou submergées par les flots. Et l'effet de la forte marée avec la tempête a fait que ça passait par-dessus. Dans mon souvenir, c'était la première fois qu'il y avait une zone d'habitation qui était abandonnée à cause d'une des conséquences du changement climatique. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est pas un sondage, hein, évidemment. Non, on voit que ça a marqué les esprits quand même. Tout le monde s'est rappelé effectivement de la tempête, de l'effet sur les maisons, les bâtiments, les inondations côtières. Et c'est vrai que c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup. Valérie Masson-Delmotte en a parlé tout à l'heure. On assiste à la remontée du niveau des océans, enfin à une allure quand même qui va au-delà de ce que peut contrecarrer l'homme dans la gestion de ses infrastructures. Donc ça, plus effectivement les effets de marée, plus on va dire un événement cyclonique qui va naître dans les tropiques et qui va venir mourir sur la côte atlantique, tout ça fait que
la conjonction peut provoquer des tempêtes côtières assez importantes. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, hein, et puis ça dépend aussi des générations, parce que parfois aussi on a la mémoire un peu courte par rapport aux catastrophes naturelles. Ça s'est passé en 2010, des vents qui ont atteint jusqu'à 200 km/h. Il y a eu 23 morts en France, dont beaucoup de victimes dans des communes qui ont été submergées par l'océan. On se souvient de la Faute-sur-Mer en Vendée, 29 victimes. Alors il y a une conjonction d'événements quand même, il faut le dire, scientifiquement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est ça, c'est-à-dire que actuellement, il y a à la fois ce qu'on appelle la surcote du niveau marin qui peut être amené à augmenter, par exemple à cause d'un coefficient de marée important. C'était une forte Une marée. forte marée, oui. Il y a aussi le fait que l'événement climatique transporte, c'est une dépression, hein, comme dit bien son nom. Oui, mais il faut l'expliquer, parce que quand on ne sait pas une dépression, ça crée quoi sur la mer ? La dépression sur la mer crée localement une remontée du niveau de la mer, puisqu'il y a moins de poids, de l'atmosphère qui appuie sur le niveau des océans, donc ceci remonte aussi. Donc ça, plus la marée, plus des vents très très forts qui ont créé de la houle, une houle très importante, ont fait que des paquets de mer, ce qu'on appelle des paquets de mer, ont pu passer derrière la digue qui était censée protéger les habitations. Et parfois, il y a même eu dans certains endroits des ruptures de digues, je crois. Absolument, vu la force que provoquent les vagues, à certains endroits, il peut y avoir rupture, comme on peut le voir. Alors, est-ce que ce genre de submersion marine risque de se multiplier, de s'intensifier avec le changement climatique ? Je crois que oui, je crois que les gens maintenant ont bien conscience que les effets du changement climatique ou le dérèglement climatique commencent à s'installer dans leur vie. On l'a vu cet été avec les sécheresses, on en parlera peut-être après. Oui. Mais effectivement, on s'attend en fait à ce qu'il y ait des événements plus intenses, plus fréquents. Alors ça n'arrivera pas toujours au même endroit, fort heureusement. Mais on s'attend à ce type d'événement de façon assez récurrente, oui. Mais ce genre d'événement, pour bien comprendre aussi scientifiquement, je sais que vous n'êtes pas météorologue, hein, mais c'est quelque chose qui nous vient de l'Atlantique. En fait, on est à la suite d'un cyclone, par exemple ou... Oui, voilà. Les cyclones ont un cycle de vie, si je puis dire. Ils naissent en fait d'une eau qui est extrêmement chaude dans les tropiques, dans l'Atlantique ouest. Hein. On a vu récemment les effets d'un cyclone en Floride, hein, oui, récemment. Voilà. Et certains de ces gros objets météorologiques remontent vers le nord, poussés par les vents, prennent le chemin du nord de l'Europe et heureusement perdent de leur force durant ce transit, mais viennent quand même mourir sur nos côtes ouest européennes. Et si ces cyclones sont de plus en plus forts, forcément... Forcément, les phénomènes qui y sont liés sont plus intenses et plus dangereux. Les inondations, c'est le principal risque auquel, en métropole, on est soumis, c'est ça. Mais il y a plusieurs types d'inondations. Alors, celles qui sont liées, par exemple, à des pluies torrentielles, on se souvient aussi en 2020 de la tempête Alex, qui a eu des conséquences dans les Alpes-Maritimes absolument catastrophiques. Comment on peut expliquer ce qui s'est passé ? Alors, c'est un autre type de phénomène qui est... On appelait ça, il y a quelques années, les événements Cévenol, parce que ça arrivait... c'était très localisé au sud du Massif central, mais maintenant on appelle ça des événements méditerranéens. Ça veut dire que ça s'élargit un peu dans l'espace. Absolument, et c'est dû en fait à la montée en température de la mer Méditerranée. Et ce qui fait réfléchir, c'est que cet été, cette mer intérieure a battu des records de réchauffement. Elle a connu une canicule elle-même, Absolument. Cette mer. Et en automne, cet air chaud qui va remonter vers le nord, qui va remonter vers le nord, au sud de la France, va rencontrer des masses d'air froid qui descendent dû au changement de saison des masses d'air froid venues du nord. Et c'est cette confrontation de masses d'air froid et de masses d'air chaud qui crée des orages absolument terribles. D'accord. Il y a aussi ce qu'on connaissait moins, des inondations par ruissellement.
Absolument. C'est des choses qu'on a vues en 2016 qui ont affecté en fait la région centre, l'est de Paris et un petit peu la région parisienne. Hein. Donc ça, c'est dû à des orages qui sont très localisés. Dû au fait aussi que les sols peuvent être gorgés d'eau à certains moments de l'année. Et si ça se passe à ce moment-là, l'eau de pluie ne peut pas s'infiltrer. D'accord. Donc elle ruisselle littéralement. Elle parcourt tout le bassin versant. Et bien sûr, plus elle ruisselle en aval, plus la masse d'eau est importante et plus le risque d'inondation est important pour les habitations qui sont en aval. Quoi. D'accord. Cet été, vous travaillez au Bergem, vous êtes à Orléans. Vous avez subi aussi cet été, alors là, j'allais même dire en tant que votre témoignage de citoyen, d'abord, vous avez été surpris. Ah ben cet été, oui, par un orage de grêle. Des grêlons énormes. Ah, des grêlons énormes, de la taille d'une balle de tennis, on va dire. Hein. Complètement incroyable. Vous aviez vu ça déjà? Non, jamais. Et dans la mémoire, comme ça, en centre-Val de Loire, personne n'avait vu ça? Très, très rare. Ça a été vraiment une surprise. C'était très soudain, très rapide. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça a créé beaucoup de dégâts sur les toitures et les voitures. D'accord, ça risque, ça aussi, le réchauffement climatique, ça contribue à ces orages de grêle, on peut les appeler comme ça? Oui, absolument. Le problème du réchauffement climatique, c'est que la montée en température globale de notre planète crée une accumulation d'énergie dans l'atmosphère et les océans. Et cette énergie, il faut qu'elle se dissipe. Et la façon qu'elle a de se dissiper, c'est de mettre en confrontation des masses d'air, de les faire bouger. Et c'est ces confrontations, ces échanges thermiques entre masses d'air froid, masses d'air chaud, qui créent des orages. Et plus le contraste est important, plus l'orage est violent. Mais comment on arrive à avoir des grêlons qui sont gros comme des balles de tennis? Parce que les nuages qui en sont à l'origine sont gigantesques par rapport à ce qu'ils pouvaient être il y a peut-être 50 ans ou 100 ans. Donc le grêlon prend sa source très très haut dans l'atmosphère et il met très longtemps à redescendre. Et durant cette descente, les grêlons s'agglomèrent entre eux et créent finalement des boules de glace extrêmement importantes. D'accord. Si on continue de décrire le paysage de l'été, les feux de forêt. Feux de forêt, tout à fait. Ça aussi, bien sûr. Ça s'amplifie. Ça s'amplifie. C'est un problème qui est important parce que la sécheresse assèche la biomasse. Hein, donc la végétation, les arbres subissent un stress hydrique très important. Et le taux de matière sèche végétale devient beaucoup plus important que s'il n'y avait pas la sécheresse. Hein. Donc, une simple étincelle, du coup, permet d'enflammer les arbres, la végétation, les sous-bois, parce que la matière végétale est extrêmement sèche due à la pénurie d'eau. D'accord. Et puis les canicules. Et les canicules, bien sûr. Alors, pour ce qui concerne le Bergem, c'est un risque assez important. Alors, tu disais, Fred, qu'il y avait effectivement les inondations étaient le premier poste de dépense en termes de catastrophes naturelles pour la puissance publique. Le deuxième, c'est la sécheresse géotechnique. Le fait qu'un sol qui a une certaine teneur en minéraux argileux, en s'asséchant, va se contracter, va diminuer de volume. Et si une maison est construite dessus, elle va subir cette déformation du sol et du coup avoir des fissures. Et ça, on n'en parlait pas avant, mais ça va concerner énormément de personnes. Comment on appelle ça, ces mouvements, sol C'est le retrait-gonflement des argiles. Retrait-gonflement des argiles, je pense qu'on va en entendre parler de plus en plus souvent. Et probablement dû à la sécheresse de cet été, oui. D'accord. On va revenir sur les submersions marines avec un exemple français qui est déjà obligé de s'adapter, hein, c'est Miquelon. On étudie ce cas concret avec une collègue à vous, une jeune chercheuse que vous avez souhaité inviter. C'est parti pour l'esprit d'équipe, tout de suite. Bonjour Xenia Filippenko. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien. On a dressé un catalogue des catastrophes, là, mais c'était
important d'essayer de comprendre un petit peu plus précisément, de faire un petit peu de pédagogie pour comprendre comment ça se produisait. Vous êtes doctorante au BRGM et au laboratoire de géographie physique, c'est ça? Absolument, oui. D'accord. Vos travaux de recherche portent sur l'adaptation sociale et institutionnelle face aux risques côtiers liés au changement climatique. Alors c'est quoi? Ce sont des recherches en sciences sociales quoi? Alors c'est des recherches en sciences sociales effectivement. Donc moi je suis géographe et je m'intéresse en fait aux perceptions du changement climatique, à l'acceptabilité des solutions d'adaptation, puisque une fois qu'on a fait le constat des risques, la question c'est qu'est-ce qu'on fait et comment on s'adapte, comment on va mettre en place les solutions. Et bien sûr, les populations, les institutions doivent faire face à ces questionnements-là, et c'est pas évident. Donc c'est ça qui m'intéresse. Ouais, on voit, Gilles, qu'aujourd'hui, sur la question du changement climatique, tous les métiers, nombreuses disciplines, plus exactement des sciences, se croisent ou doivent travailler ensemble. Sont obligés de travailler ensemble. On parle maintenant de projets de recherche multidisciplinaires, effectivement, puisque pour pouvoir faire appliquer des stratégies d'adaptation ou on va dire, rendre un territoire résilient, les scientifiques peuvent donner des conseils, peuvent orienter, peuvent aider à la décision dans certains cas, mais il faut ensuite que ce soit les acteurs des territoires qui se saisissent de ça. Ouais. Et c'est tout le problème de la culture du risque que tu connais bien, Fred, qui est très important à résoudre pour les années qui viennent. Oui, et Xenia, on va en reparler d'ailleurs justement de la façon dont c'est perçu par les décideurs, hein, et qu'il faut aussi peut-être former un peu plus. Xenia, alors vous vous intéressez particulièrement au village de Miquelon, on va y aller tout de suite, hein, sur l'archipel français de Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est situé dans l'Atlantique Nord, on va dire au large du Canada, et on va le voir sur une carte. Le village de Miquelon est vraiment au ras de l'eau. Absolument, oui. En fait, il est situé sur un isthme de galets, donc qui relie deux îles. L'île qu'on voit au nord de la carte, qui est le Cap, et juste au sud, donc la Grande Miquelon. Et le village s'est positionné à cet endroit-là. Alors historiquement, c'est parce que c'est un village de pêcheurs. Donc les pêcheurs en fait se sont mis au plus près de leur lieu de travail, à savoir la mer. Sauf que bien sûr aujourd'hui ça pose problème puisqu'ils sont entourés des deux côtés par la mer. Et depuis les années 2000, c'est combien d'habitants? Alors le village de Miquelon c'est 600 habitants et sur l'archipel il y a 6000 habitants. Donc c'est une petite population mais qui doit faire face à ces risques malgré tout. C'est ça. Alors ce village de Miquelon depuis les années 2000, c'est ça, est de plus en plus souvent exposé à des tempêtes? Alors oui, on parlait tout à l'heure des tempêtes qui sont issues des cyclones qui viennent sur les côtes françaises métropolitaines. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on a exactement le même phénomène, sauf qu'en fait, ils ont encore plus de queues de cyclones, donc de tempêtes tropicales qui arrivent justement. Donc, par exemple, là, ils ont eu les suites des cyclones qui ont touché récemment les Caraïbes, la Floride, etc. Et bien sûr, il y en a de plus en plus. Oui. Ces tempêtes-là, elles sont de plus en plus intenses, de plus en plus fréquentes, et donc ça crée des dégâts qui sont de plus en plus importants. D'accord. Est-ce que ce village de Miquelon est menacé de disparition? Alors, à terme, c'est sûr qu'avec l'élévation du niveau de la mer, la question se pose parce que on a vraiment, comme je le disais, un village qui est au ras de l'eau. Donc, ils vont être les premiers touchés par l'élévation du niveau de la mer, auxquels vont s'ajouter tous les effets dont on vient de parler, donc les surcôtes, les tempêtes, etc. Et donc, pour eux, la question d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va? Et aujourd'hui, ils ont décidé, ils sont dans un processus. Ne dites pas tout. Je ne dis rien. Parce qu'on va poser ne dites pas tout. Mais vous avez dit à terme. C'est quoi à terme pour vous? Je sais que c'est la grande question. Mais... c'est d'une certaine manière, même les scientifiques n'ont pas de réponse définitive parce que tout dépend du scénario dans lequel on se place. Est-ce que déjà du scénario d'émissions de gaz à effet de serre, donc plus on va en émettre, plus on va dans un scénario qui va être mauvais. Donc ça dépend en partie de ça. Donc aujourd'hui, à terme, on est quand même sur du temps long. C'est-à-dire que ça sera pas, le village n'est pas menacé de disparition à 20 ans, 30 ans, mais plutôt à 100 ans. D'accord.
Mais il faut s'adapter avant. Ben, il faut, évidemment, et pas au dernier moment. Alors, comment la population et les élus réagissent-ils à Miquelon pour s'adapter et faire face à cette menace? C'est principalement ce que vous êtes allé chercher là-bas. Vous allez nous raconter l'histoire et vous avez mené une sorte d'enquête sociologique, en fait, pour savoir. Alors, avant de nous raconter le choix et la décision des habitants de Miquelon, nous, on est allé poser la question à quelques concitoyens qu'on a rencontrés comme ça et on leur a dit, si votre lieu d'habitation était menacé, soumis à des risques, seriez-vous prêt à déménager? On va écouter quelques réponses. Bon, je n'irai pas habiter là-bas pour commencer. Je me renseignerai avant. Je n'emménage pas sur place ou je déménage si je la prends. Je pense que ça dépend beaucoup du risque. Mais je crois qu'en France, on est quand même assez tranquille. Plus il y avait une usine, par exemple, qui polluait beaucoup, oui, probablement, mais la nature, je crois pas. Par exemple, acheter une maison en bord de mer, bon, on réfléchira à 2 fois, on recalculera le bord de mer de 2050 avant de regarder. Ce que je demanderais, c'est au pouvoir public de faire quelque chose pour arrêter ces processus. Mais s'il n'y a pas de solution, on n'aurait pas le choix. Et je le ferai. Si c'est constant, comme la Californie, chaque année ça brûle, là-bas, oui. Là, oui, ça donne à réfléchir, à changer de région, mais non, pour l'instant, non. Parce qu'à déménager, c'est changer de vie aussi. Donc la Guadeloupe, on a des risques sismiques, plus l'amplification des phénomènes cycloniques. Donc on y est préparé, mais on ne peut que se protéger. On ne va pas déménager. Après, ça dépend ce que vous appelez par déménager. Est-ce que c'est changer de quartier ou est-ce que c'est changer de ville? Si j'habite au bord de la mer et que ma maison allait être engloutie dans peu de temps, peut-être que je serais obligée de partir. Mais si je ne suis pas obligée, peut-être que j'attendrai de voir un petit peu. Ça, c'est le côté humain. Tant que ce n'est pas arrivé, on espère que ça va passer à côté. Le réchauffement climatique, c'est exactement ça. On a besoin de le toucher du doigt pour y croire, quoi. C'est pour ça que je veux habiter à la montagne. Comme ça, c'est sûr. J'espère. Alors là, je ne suis pas sûr, on a des experts. Est-ce que vivre à la montagne, c'est une bonne solution? C'est aussi des zones où il y a des risques, des aléas, oui. Oui, peut-être, on l'a vu aussi, dans les Dolomites, des risques de glaciers qui se décrochent, etc. Ça vous évoque quoi? Bon, encore une fois, ce n'est pas un sondage, mais je vous ai vu sourire par moments. Oui, parfois il y a des réponses qui tombent, on va dire, aujourd'hui sous le sens. En tout cas pour moi, qui suis géographe sur le littoral, c'est vrai que quand on achète une maison en bord de mer, il vaut mieux regarder aujourd'hui où est-ce qu'elle se situe, quelles sont les projections, est-ce que c'est un endroit où il y a de l'érosion, des tempêtes, de la submersion. Malgré tout, sauf si on vous interdit formellement, est-ce qu'il n'y a pas toujours cette tentation de retourner on parlait tout à l'heure de Xantia, la Faute-sur-Mer, où des maisons étaient complètement, on va dire, englouties, j'exagère un peu, mais est-ce que les gens n'avaient pas, est-ce que vous avez des informations là-dessus, envie de retourner de toute façon dans leur maison? Alors, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est ce qu'on appelle souvent des politiques sans regret, c'est-à-dire que l'exemple emblématique, c'est celui des maisons qui sont situées sur les falaises de Cré, en Normandie, et dans le nord de la France. On sait que les falaises reculent et on ne peut pas les maintenir. L'océan est plus fort sur le long terme. Donc si une maison se situe juste en arrière de la falaise, il n'y a pas de solution. On est obligé de demander aux gens de se reloger et d'aller ailleurs. Alors effectivement, comme disait le monsieur, ils peuvent se loger à 3 km dans les terres et continuer à bénéficier de leur région. Mais voilà, il faut savoir à un moment donné s'effacer. On a vu cet été des campings, d'ailleurs, commencer à se délocaliser, à reculer un peu par rapport au trait du littoral. Oui, tout à fait. Et ça montre bien qu'il y a des stratégies, des politiques d'adaptation qui commencent à se mettre en place et qui sont acceptées, qui commencent à se mettre en place. Ce qui n'était pas le cas il y a peut-être 10 ans, où il y avait beaucoup de réticence à changer l'urbanisme d'une ville sous prétexte qu'il y avait un risque naturel. Là, il y a quand même des prises de conscience qui vont dans le bon sens, heureusement. Oui, d'accord, heureusement. Alors, retour à Miquelon. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où en sont les habitants? Quels choix ont-ils fait? Moi, quand j'ai commencé ma thèse à Miquelon, on commençait seulement à parler du changement climatique, des risques littoraux. Enfin, on en parlait déjà depuis un petit bout de temps. Et puis, il y avait une question assez pointilleuse là-bas. C'était la question du plan de prévention des risques littoraux, qui est un document qui
oblige les communes à interdire, entre autres, les constructions dans certaines zones qui sont dangereuses, qui sont menacées. Et donc le village, bien sûr, est concerné par ça. Donc les habitants ne peuvent plus construire. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus construire? Quel avenir a-t-on? Donc les habitants ont été assez remontés contre cette mesure-là. Et puis en 2018, on a justement une tempête, comme en France, on a eu Xynthia qui a fait un petit peu office de prise de conscience, de choc. Ouais. On a une tempête en 2018 à Miquelon, qui avec des vents à 180 à l'heure, qui provoque des inondations par remontée de la nappe phréatique, c'est-à-dire que l'eau, elle passe pas par-dessus, mais elle passe par en dessous. Ouais. Donc la nappe remonte et donc on a des inondations dans les maisons. Donc ça, bien sûr, ça a provoqué un choc, vraiment, une prise de conscience que voilà, on allait être concerné par ces questions-là. Et la population a décidé de non plus subir, mais d'agir. Et c'est vraiment un processus très dynamique, très positif. Ils ont décidé de déplacer le village dans un endroit en hauteur, pas très loin de leur village d'origine, mais où ils seraient donc plus en sécurité. Mais il faut tout reconstruire. Absolument, ça pose plein de questions. Il faut absolument... Est-ce qu'on reconstruit tout de A à Z? Qu'est-ce qu'on fait des anciennes maisons? Surtout que c'est un endroit où les gens sont très attachés à leur histoire, à leur culture, à leur patrimoine, en particulier à leur patrimoine bâti. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces maisons-là? Est-ce qu'on va les déplacer justement d'un endroit à l'autre, de l'ancien village au nouveau village? Voilà, Et vous disiez, ce sont des pêcheurs, à l'origine, ce sont encore des pêcheurs, donc il ne faut pas qu'ils soient trop loin de la mer quand même. Oui, alors la mer, sur un archipel, elle n'est jamais trop loin. Non, on est d'accord. Mais effectivement, il ne faut pas qu'ils soient trop loin non plus, sachant qu'aujourd'hui, l'activité n'est plus uniquement tournée vers la pêche. D'accord, donc ça y est, la décision est prise, ils vont déménager. Oui, ils ont déjà commencé les procédures. Au début, donc moi, j'ai fait une première étape où je leur ai demandé quelle solution ils préféraient. La surprise, justement, c'était d'apprendre que 89% d'entre eux étaient en faveur d'un déplacement du village de façon progressive, même si, bien sûr, ils espéraient qu'on puisse protéger le plus longtemps possible le village actuel. On peut le comprendre. Gilles, par rapport à ça, vous parlez souvent de résilience. Qu'est-ce que c'est, la résilience ? Alors, il y a beaucoup de définitions suivant les communautés scientifiques, que ce soit des géographes, des gens qui font des ingénieurs des risques, etc. Mais disons, de façon générale, c'est la capacité que va avoir un système humain à faire face à une série de crises et à chaque fois surmonter, parce qu'il va apprendre à mesure à réagir à ces crises-là. C'est une adaptation. Oui, une sorte d'adaptation en fait. Hein. C'est vraiment retrouver des fonctions sociétales, économiques, qui ne sont pas forcément à chaque fois remises en cause par les crises successives qui s'installent. D'accord. Alors parmi les stratégies d'adaptation, on entend souvent parler des fameuses solutions fondées sur la nature, SFN. Vous avez des exemples concrets? C'est quoi les solutions fondées sur la nature? Alors, on a beaucoup travaillé côté BRGM sur des solutions fondées sur la nature dans deux milieux différents, le littoral et la montagne. Donc sur le littoral, on a des très belles collaborations, notamment avec l'ONF. Hein. Donc pour éviter par exemple que les dunes soient trop mobiles, dues au vent notamment, et du coup enlèvent des stocks de sable qui sont nécessaires pour faire face à l'érosion côtière. Donc on teste des solutions de replantation qui permettent à des végétaux de fixer la dune finalement et de la laisser au même endroit, quoi. Donc ça c'est une des façons de faire, plutôt que de mettre des digues et du béton, voilà, des murs de rétention par exemple. En montagne, ça peut être d'élargir le lit majeur de la rivière pour laisser la place à la rivière une fois qu'elle est en crue, et qu'elle arrête du coup d'éroder les berges qui peuvent provoquer des glissements de terrain sur les versants qui sont juste adjacents. Donc voilà quelques exemples de solutions fondées sur la nature. C'est des fois du bon sens. Avec la connaissance scientifique d'aujourd'hui. Oui, parce que ça nécessite quand même de faire des études pour savoir si la solution va être durable.
Voilà, donc il faut quand même travailler un peu le sujet, mais après c'est la nature qui travaille. Oui, d'accord, mais il faut que tout ce travail que vous faites en tant que scientifique soit connu des décideurs, parce que c'est eux qui vont dire à un moment donné, non, c'est pas une digue qu'il faut, c'est retravailler justement les arbres, les dunes de sable, etc. Il faut qu'ils aient cette connaissance, il faut leur diffuser cette connaissance et que vous soyez écoutés. Oui, c'est pour ça que dans nos projets de recherche, on inclut de plus en plus souvent des spécialistes, hein, des sociologues, qui vont nous permettre déjà d'interagir avec ces parties prenantes, avec ces élus, avec ces citoyens, avec ces associations, et puis les amener dans un projet. Voilà, l'idée, c'est de les embarquer, de les engager, comme on dit en anglais, dès le début. Ouais. Pour qu'ils comprennent la problématique et de les faire évoluer et de les faire participer à la mise en place de la solution. Et là aussi, vous sentez que ça évolue? Vous disiez tout à l'heure, tout le monde a pris conscience depuis 10 ans, un peu plus, la résilience. Vous pensez que ça évolue? Oui, sur les projets de recherche que je suis montrent qu'il y a de plus en plus de percolation, on va dire, hein, de collaboration. On co-construit des solutions maintenant. Et oui, c'est de plus en plus utilisé, oui. Donc travailler avec les décideurs, travailler aussi, on va terminer là-dessus, avec les citoyens que nous sommes. Les sciences participatives, vous y tenez beaucoup, hein, vous en faites Absolument. pas mal au BRGM. Moi j'ai vu en me baladant sur les côtes un truc super, on met son smartphone sur un emplacement, on va peut-être voir des photos, ça s'appelle... Snapcast. Ouais, c'est ça, c'est super, racontez-nous. Un très beau projet, c'est une idée qui à l'origine vient d'Australie. Donc il s'agit d'installer des bornes sur des côtes, des parties du littoral qui sont soumises à l'érosion. Et on demande en fait aux citoyens de placer leur téléphone sur la borne, de prendre une photo et de flasher le QR code qui est à côté pour que la photo soit envoyée sur un serveur. Alors c'est vrai que les citoyens, ça ne leur demande pas beaucoup d'énergie, mais du coup ils participent quand même à cette étude. Et pour le scientifique, c'est une façon de mesurer l'évolution du trait de côte avec énormément de données, énormément d'observations. Donc ça vous est très utile. Absolument. Donc il faut encourager à le faire. Et nous, en tant que citoyens, ça nous oblige aussi à nous poser des questions. Parce qu'on se retrouve là et on se dit, tiens, pourquoi on me demande de prendre une photo comme ça? Donc il y a ça, on va terminer sur le dernier, c'est le projet SAMCO, c'est ça? Ça vous dit quelque chose? SAMCO, tout à fait, un projet qui a été financé par l'Agence nationale de la recherche, où effectivement on a essayé d'étudier dans quelques vallées pyrénéennes et alpines ce que pourrait devenir le risque dans des échéances, comme disait Xenia, très lointaines, comme 2100. Alors ça a nécessité effectivement de choisir des scénarios climatiques, plus ou moins en faveur d'un réchauffement plus ou moins important. Mais le risque, ce n'est pas uniquement l'aléa, ce n'est pas uniquement le phénomène climatique, c'est aussi les enjeux. Et il fallait savoir comment la vallée pouvait évoluer à cette échéance de 2100. D'accord. Et ça a été co-construit avec les habitants de la vallée. D'accord. Et on a pu comme ça réaliser des cartes prédictives suivant que les citoyens de la vallée ou les autorités locales envisageaient une évolution plutôt industrielle, plutôt touristique, plutôt d'agropastoralisme par exemple, pour leur vallée, et comparer les cartes de risque résultantes. D'accord. Pour tous les citoyens, très important, c'est un site auquel le BRGM contribue énormément, c'est Géorisque, qui est en train de se développer petit à petit pour concerner absolument tout le monde. Déjà savoir dans quel environnement chacun vit, où on vit, ça c'est super important. Donc allez voir aussi Géorisque. Le temps passe vite, je suis désolé, on arrive au terme de cette émission. Xenia, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Gilles, aussi d'avoir été avec nous. Bonne chance pour la suite. Et on va essayer, nous, en tant que citoyens, de vous apporter un petit coup de main aussi pour vos recherches. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission sur le changement climatique et surtout sur les solutions qu'on peut essayer de trouver aujourd'hui pour faire avancer les choses. À plus tard.